Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous retrouver encore aujourd'hui avec notre invité qui s'appelle Roch Bokabela Bodor, un artiste talentueux qui aurait pu devenir journaliste ou avocat, mais le destin a fait qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est. Un artiste de renom qui a fait l'honneur de représenter la RDC dans plusieurs forums, ici en RDC comme à l'étranger. Qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre ces niveaux? Et merci à cet espace Nyumbani qui nous a toujours reçus pour réaliser cette émission. Monsieur Roch Bokabela, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Crispin Chibasso. Alors, Roch Bokabela, pour moi, c'est quelqu'un qui est un modèle de la jeunesse. Devenir célèbre, ce n'est pas facile. C'est vrai, rien de plus beau n'est facile. Rien de plus grand n'est facile. Et moi, je n'aime pas la facilité. Si j'entreprends quelque chose, si j'estime que c'est trop facile, ça me donne envie d'arrêter, carrément. Parce que c'est trop facile, justement. Je dois sentir que, bon, je suis en train de travailler, je suis en train de mériter ce que je fais. Partant des Camos, vous êtes né à l'Équateur. Oui, je suis né à l'Équateur, dans une très belle cité au bord du fleuve qu'on appelle Lukolela. C'est une cité des agents et cadres de la Socobelam, société commerciale belgo-américaine pour l'exploitation des bois. Ok. Et comme papa était agronome, donc il était donc obligé de rester là où on exploitait les bois. Et vous avez quitté là-bas en quelle année? J'ai quitté définitivement parce que, bon, les parents ne voulaient pas que je reste ensemble avec eux. Ils trouvaient que j'étais... ils estimaient que j'étais turbulent. Turbulent de fait de mes prémices artistiques. Parce qu'à la maison, à côté d'eux, en fait, j'étais le seul qui restait à la maison. Il y avait mes grands frères qui partaient tous à l'internat. Et comme pour se moquer de moi, ils m'appelaient Capita. Capita. Parce que, bon, j'étais tellement un enfant chéri de mes parents à l'époque. Hein. J'étais le plus jeune avant que les autres petites sœurs et petits frères ne viennent au monde. Et donc, une fois resté à la maison, je m'amusais à abîmer les cassettes en appuyant sur le bouton REC. Et je m'amusais comme ça à imiter les voix des gens, les voix de mes oncles. Alors, j'étais tellement sérieux et timide que personne ne pouvait soupçonner que c'était moi. Et je m'amusais. Un jour, j'ai risqué la mort. Oh. Tu vois, nous, on habitait à côté de l'usine des bois, à côté de la scierie. Ouais. Et on avait donc de l'électricité pratiquement de 5 heures jusqu'à midi, au moment du repos. Et on reprenait à 14 heures, l'électricité reprenait à 14 heures, de 14 heures à 18 heures. Et moi, une fois, maman est revenue de Kinshasa, il a ramené un truc que j'ai trouvé que ça ressemblait à un micro. Et je l'ai pris, je l'ai branché, et j'ai tenu du côté où il y avait des trucs comme de l'aluminium, un peu en fer, alors que c'était au fait un chauffe-eau. Et je m'amusais à chanter. Et quand maman est venue, je dis, comme disent les Quinois, elle m'a pointé. et elle m'a taquiné en swahili. Toi, c'est ta faute, tu es sorcier, tu veux me créer des problèmes auprès de la famille de ton père ou quoi? Tu veux te donner la mort? Moi, je ne savais pas que c'était un dispositif pour chauffer de l'eau. Vraiment. Alors, tellement que je voyais dans des journaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de télé. Et donc, quand je voyais des photos
dans des revues de l'époque qu'on appelait Likembe, Disco. En tout cas, j'étais un accro. Et donc, j'ai vu que, oh, voilà, il y a un micro à la maison. Et voilà. Alors, c'est ainsi que, dès lors qu'ils avaient compris cela, ils ont vite fait de m'éloigner. Yeah. Alors, je suis allé tour à tour, ils m'ont envoyé à Mouchi, étudier là-bas, auprès d'un de nos cousins, qui nous a quittés, paix à son âme, le vieux Bilé Bouguès. Il était inspecteur de l'enseignement. Là, c'était pratiquement en 1982-83. Une fois j'ai terminé, l'année scolaire terminée, il était muté un peu plus au fond de Maindombe. Alors, j'avais pas voulu aller étudier au village. Je suis revenu à l'Équateur auprès des parents et du coup, ils m'ont chassé encore une fois de plus, loin d'eux. Et je suis venu à Kinshasa. Et à Kinshasa, vous êtes inscrit à l'ITC Camon, de Matete. De Matete. Et de là, vous allez découvrir du préfet Gamiteni. Jean Gamiteni. Jean Gamiteni. Oui, que je salue. Et pour la première fois, vous allez jouer au théâtre. C'est en 1987. Exact. À l'ITC Camon. À l'ITC Camon. En fait, j'étais sélectionné comme ça parce que j'étais parmi les élèves qui s'exprimaient mieux en français. Et étant une troupe scolaire, c'était parmi les premiers critères. C'est-à-dire les élèves sachant s'exprimer en français parce que le spectacle, c'était en français. Un jour, au sortir de l'école, il y a mon ami et collègue Alpha Kelenda, qui est maintenant à Lubumbashi, qui me dit « Oh, Bokabela, mais j'ai vu ton nom sur la liste des comédiens. » C'est moi, comédien. Vous rigolez ou quoi? Déjà, quelqu'un qui était tellement timide. Oui. Mais bon, comme c'est le professeur de français qui vous a recruté, donc je ne pouvais rien. Et malgré moi, j'ai intégré la troupe. Et on a commencé des répétitions. Et peu de temps après, le prof était éprouvé. Il est allé en province. Et on est resté encadré par Hubert Maïla, qui se trouve être aujourd'hui parmi les grands conteurs que nous avons en Afrique. Et il s'est installé à Amiens, en France, avec sa femme, qui est artiste aussi. Et voilà. Et petit à petit, j'ai pris goût et c'était parti. Alors, vous direz quoi pour ceux qui pensent que vous avez un tout petit peu, vous êtes inspiré un tout petit peu de Louis de Finance dans votre jet scénique? Oh! Bon, ça, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Moi, à la base, c'était plutôt Kalend. C'était Kalend, Mundelendombe, et puis Mutombo Bouchi par rapport au sérieux, par rapport à la rigueur dans le travail. Et il y a Hubert qui m'avait inspiré aussi. Parce qu'avant mes premiers rôles, quand on me donnait un texte, je pensais à Hubert. Je pensais à Hubert, et de temps en temps, on travaillait avec lui. Et par-dessus tout, mon mentor, Bonbon Fifi. Bonbon Fifi. Ouais. Mais comment avez-vous fait pour concilier les théâtres classiques et les théâtres populaires? Parce que Bonbon Fifi, c'est les théâtres populaires. Hubert Maïla, c'est les théâtres classiques. Oui. Eh bien, vous vous retrouvez entre les deux. Oui, c'est un style qui a été lancé par Bonbon Fifi. C'est lui qui en est le précurseur. Il l'appelait le théâtre de la troisième voie. Ok. Oui, parce que il a instauré à l'époque de la conférence nationale souveraine. Hein, vous connaissez, vous avez eu à faire des chroniques politiques. À l'époque de la troisième voie, vous voyez, les élections, on voulait un premier ministre. Donc, c'est la troisième voie. Ce n'est pas les théâtres classiques, ce n'est pas les théâtres populaires, mais hein, vous vous retrouvez au milieu.
c'est mi-populaire, mi-classique. Donc, on est au milieu. Donc, c'est-à-dire, nous, notre souci était que nos prestations soient consommées et par des gens qui sont accros au théâtre classique et le commun des Quinois qui sont accros au théâtre populaire. Mais vous auriez voulu être journaliste ou avocat. Et vous regrettez de ne pas avoir été ce que vous auriez dû être, avocat, journaliste? Journaliste, oui, je regrette parce que j'avais raté l'inscription à l'ISTI à l'époque. On était avec votre confrère Bruno Mbolissan, qui est mon frère. Ouais, on est allé. À l'époque, il y avait cette histoire des quotas provinciaux et quotas régionaux, parce que à l'époque, l'ISTI était une institution du CEPGL. Voilà. Quand je suis arrivé, on m'a demandé, tu es d'où? Oh, Maïndombe. Enfin, mon père. De par mon père. Puis ils ont dit, non, le quota est déjà terminé. Et donc, j'étais obligé d'aller à l'UNIKIN. C'est pourquoi je regrette. Je regrette pas vraiment, parce que ce que je fais, c'est aussi une façon de communiquer. C'est plutôt les destins qui vous a fait tout cela. Oui, on peut le dire. Vous a poussé à devenir ce que vous êtes. On peut le dire ainsi. Mais par rapport à la science juridique, je ne regrette pas, parce que j'ai renoué avec le droit. Et aujourd'hui, je suis juriste. Certes, je n'ai plus l'âge de faire carrière comme magistrat, mais je peux être avocat. Je suis déjà enseignant de droit, de par le résultat que j'ai obtenu après la défense de mon mémoire et après la session. Vous avez distingué, grande distinction. La plus grande distinction. Voilà. Roch Bokabela, c'est un homme intelligent. Oh. Ça va. Et Merci. on a vu que vous étiez accompagné par tous vos collègues, artistes, comédiens, Galoufar, président Elombe. Vous n'êtes pas tous les cités. Vous les avez honorés, ou bien vous avez emboîté les pas à Elombe, hein? Non. On peut dire ça. Elombe a fait le droit après moi. Okay. Moi, j'ai commencé avec le droit dès 1990. Où? Après avoir obtenu mon diplôme d'État, je suis monté à l'UNIKIN. J'attendais la publication des listes, mais je suivais déjà des cours. Jusqu'à ce que, après 2 ou 3 mois comme ça, après tout un trimestre, on viendra me dire que non, votre nom est plutôt apparu dans la faculté des lettres. C'est d'ailleurs votre confrère qui est venu informer à la maison, chez la tante Charlotte, que non, Roch n'est pas là. Son nom j'ai vu son nom dans la faculté des lettres. Alors là, moi, j'étais déjà dans la répétition du théâtre. Et quand je suis revenu, il y a tante Charlotte qui me dit, oh, Bruno était ici. Il dit que bon, comme on est bimi quand on a au théâtre, ce qui lettres, ce qui moi je dis, ah bon. Donc si demain je décidais d'aller étudier le théâtre, elle va accepter. Ah ok, j'ai pris bonne note et j'ai commencé dans la faculté des lettres, dans le département de philosophie, jusqu'à ce qu'il y aura fermeture des universités à l'époque à cause du phénomène Bindo, Ngouma et tout. Et vous vous êtes retrouvé à l'INA. À l'INA. C'est là que j'ai trouvé Elombe. Lui, il était déjà en deuxième. Voilà. Quand moi je revenais de l'UNIKIN, lui, je l'avais trouvé à l'INA. Et après, quand il a fini à l'INA, quand il a obtenu son diplôme de l'INA, et il est allé faire le droit. Alors, c'était quoi les sujets de votre mémoire que vous avez défendu? En licence, mon mémoire était sur les droits artistiques dans le théâtre et cinéma populaire congolais.
Là, il était question de mener une étude sur tous les droits patrimoniaux et moraux des artistes. Et c'est là que j'ai découvert que non, les artistes, ils ont une double rémunération. Ils ont une première rémunération en cas de prestation, en cas d'exécution publique de leurs œuvres. C'est ça qu'on appelle le cachet. Et une fois œuvre fixée, il a droit, si c'est lui l'auteur, il a droit au droit d'auteur. S'il est exécutant ou interprète, il a droit au droit voisin. Voilà. Et en master, là, je viens de travailler sur la rémunération sur la copie privée et les droits violés des artistes. La rémunération sur la copie privée est prévue dans la loi sur la protection des droits d'auteur et droits voisins depuis 1986. Mais ça n'a jamais été d'application. C'est ainsi qu'il a fallu mener une étude là-dessus et le mettre à la place publique pour permettre aux artistes de connaître cette disposition de la loi et les revendiquer. On ne peut pas revendiquer ces droits sans pour autant les connaître. Et là, j'ai découvert que beaucoup d'artistes ne le connaissaient pas. La rémunération sur la copie privée, qui au fait, déjà, la copie privée, c'est le fait pour n'importe qui de reproduire l'œuvre d'un artiste sans son autorisation et d'en faire un usage privé populaire ou personnel. Hein? Tu peux copier un morceau d'un musicien ou bien un extrait d'un film pour l'usage personnel à la maison, pour écouter à la maison, pour regarder à la maison, dans le véhicule ou au bureau. C'est permis, c'est licite, c'est prévu dans la loi sur la protection des droits d'auteur, en son article, la loi numéro 86/033 du 5 avril 1986, spécialement en son article 68. C'est là que cette disposition prévoit la rémunération sur la copie privée. Alors, cela étant un manque à gagner parce que c'est fait sans l'autorisation de l'auteur. Or, en matière de droit d'auteur, l'auteur seul a la prérogative d'autoriser la reproduction de son œuvre. Or, avec la copie privée, quelqu'un peut reproduire comme ça sans autorisation, mais à condition que ce soit un usage personnel et privé. À ne pas confondre avec la contrefaçon qui est la reproduction de l'œuvre d'un artiste sans son autorisation, mais pour un usage autre que personnel. Ça peut être pour la vente, pour la commercialisation et tout. Alors, en contrepartie de la copie privée, l'État a prévu une redevance sur la copie privée qui est prélevée sur tous les supports vierges susceptibles d'enregistrer les œuvres des artistes. Et ça se perçoit à la frontière par la douane. Donc, tout ce qui est CD, DVD, clé USB, disque dur, ordinateur, téléphone, puisque ça contient des mémoires internes, tous ces supports-là sont taxés. Il y a une taxe qu'on appelle la redevance sur la copie privée, prélevée par la douane. Et la douane, maintenant, est obligée de le remettre à l'organisme de gestion collective des droits d'auteur pour rétribution aux artistes. Et c'est là qu'on appelle la rémunération sur la copie privée. Bravo. Merci. Là, c'est un scientifique qui a parlé. Ben oui. Ça passe. Oh, excusez-moi, je suis surpris. Hein, pas surpris dans le sens où j'admire l'homme, mais par le fait que ce que vous dites est tellement vrai. Et je me pose des questions. Est-ce possible aujourd'hui que ces droits, les droits d'auteur, les droits des artistes, parce que depuis des années, on a toujours constaté que ce n'est pas le cas, les artistes meurent pauvres. Comment faire pour matérialiser tout ce que vous venez de présenter comme avantage des artistes?
Ben, je pense que c'est réalisable, c'est possible avec la volonté politique. Et avec l'avènement de l'actuelle ministre de la Culture, Madame Yolande Elébé, on sent que les choses sont en train de bouger. Déjà, depuis longtemps, nous, on a lutté pour que nous ayons une loi sur la politique culturelle. Mais avec son avènement, on a pu l'obtenir. C'est depuis 2024 que la loi a été adoptée en Conseil des ministres. Est-ce que ça a été voté à l'Assemblée nationale? Ça a été promulgué par le chef de l'État d'abord et ratifié ensuite par l'Assemblée nationale. Donc nous l'avons déjà. Ensuite, nous avons une loi. Voter une loi, c'est bon, mais l'application de la loi. Je pense que c'est là que nous, le travail d'artiste, le lobbying, on va faire pression pour que ça soit d'application. Il y a aussi la loi sur le statut de l'artiste. Avant, on n'en avait pas. Vous voyez? Alors, avec ces deux instruments juridiques, je pense que le décor est planté pour le côté sécurité sociale des artistes. Or, la rémunération sur la copie privée, c'est parmi les grandes sources de revenus. C'est parmi les leviers économiques dans le secteur culturel. En France, par exemple, rien qu'en 2023, selon le rapport de la CISAC, qui est la Confédération internationale des sociétés des droits d'auteur et droits voisins, elle avait mené une étude en 2023 seulement. Et là, il s'est avéré que pour la France, rien qu'en 2023, eh bien, la SACEM, qui est la Société de gestion collective des droits d'auteur française, a collecté plus de 22 millions d'euros, rien que dans le domaine de la copie privée. 22 millions d'euros. 22 millions. Et elle a financé plus de 3657 projets culturels en une année. Vous comprenez? Or, si nous voyons le nombre d'appareils importés en RDC, tout porte à croire que la redevance sur la copie privée vaut de l'or ici. Et donc, c'est une aubaine pour les artistes. Mais cela n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Voilà. Maintenant, on en a déjà... Madame la ministre avait déjà présenté les dossiers des conseils des ministres. Et donc, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Et là, jusque-là, il se pose un problème parce que selon l'article 351 du Code douanier, la DGDA, quand il collecte cette redevance, il ne peut le reverser qu'auprès d'un organisme étatique de gestion des droits d'auteur. En l'occurrence, ça n'existe pas encore. Donc, si nous voulons que les artistes, si la République veut que les artistes bénéficient de la rémunération sur la copie privée, il faut créer une société étatique de gestion collective. Qu'est-ce qu'il faut pour créer cette société étatique? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un expert en la matière. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Ben, je pense que le processus est déjà enclenché. On en a déjà parlé au Conseil des ministres. La ministre de la Culture a déjà fait cette proposition. Et je pense que bientôt, ça sera effectif. C'est à la différence de la structure qui régente les droits d'auteur aujourd'hui. J'ai cité la SOCODA. La SOCODA. Oui. La SOCODA n'est pas habilitée à percevoir ces fonds-là. Selon la loi, selon le code douanier, non. Pourquoi? Parce que la SOCODA, c'est une société coopérative. Et donc, à la limite, donc, il faut une mutation. C'est un fait privé. Donc il faut une mutation. Une mutation, non, parce que l'État ne peut pas s'ingérer dans une société collective. Une société collective, pour qu'il y ait mutation, on peut pas, les privés ne peuvent pas transformer leur société coopérative en une société d'État. Voilà.
Ce qui fait que l'État n'a qu'un regard, Donc- parce que l'État a donné le monopole. Le monopole de la gestion des droits d'auteur, de la gestion collective, appartient à l'État. Donc c'est l'État qui a donné le monopole pour gérer les droits des auteurs. C'est- Mais ça- dès lors que l'État enlève ce monopole Mm. pour donner à une autre structure, ben, je Et sais pendant pas ces temps, tout ce qui est collecté par la DGDA, par où? Bon, jusqu'à ce jour, ce n'est pas collecté. Ce n'est pas collecté. La redevance sur la copie privée n'est pas collectée. Donc, ça sera d'application lorsqu'il y aura une structure, une société d'État. Oui. Une structure d'État qui devra percevoir ces fonds. Oui, une structure de l'État. Pendant ce temps, habilitée. les artistes meurent toujours pauvres. Bon, la SOCODA est là, ils perçoivent quand même leurs droits. Les droits d'auteur hein, et d'autres droits, tant bien que mal. Revenons à Roch Bokabela. Roch Bokabela, vous étiez en Côte d'Ivoire. Parlez-nous de votre expérience internationale. La rencontre avec d'autres artistes ivoiriens, sénégalais, marocains. Quand vous vous retrouvez dans le loge, là, vous vous sentez un peu complexé ou bien réagardi? Ah non, moi je ne pouvais pas être complexé parce que on a commencé avec Gondwana City Productions. Là, j'étais déjà en contrat avec le Théâtre Royal Flamand, le KVS, à Bruxelles. Et d'ailleurs, je me rappelle, on s'est croisé avec Maman lors de la première édition du festival Toseka. Tout avait commencé ici. Et donc, je revenais d'une tournée en Belgique. Et quand je suis arrivé, et un jour après, je les ai rejoints pour le festival Toseka. Et donc, je ne pouvais pas être complexé parce que j'étais déjà j'étais déjà sur la scène internationale. Mais c'était quand même une belle rencontre. C'était une belle rencontre parce que c'était une sorte de casting hein, que Maman faisait, étant directeur artistique du festival. Elle avait commencé d'abord par l'atelier. Et là, moi, je ne me définissais pas comme étant un humoriste. Hein. Moi, je me définis comme étant un comédien, quelqu'un de polyvalent qui peut s'exprimer scéniquement dans divers registres. Vous voyez ? Et donc, c'était une première expérience. Alors, il nous a demandé des textes comme ça. Et quand j'ai fait la lecture de mon texte, il a dit « Oh, mais ça, c'est... Il y a un terme qu'il avait utilisé là. Ça, c'est le spectacle chinois. Il y a beaucoup de vannes, il y a beaucoup de rires dedans. » Est-ce que je parlais... C'était quoi les textes? Le tout premier texte, c'était un fonctionnaire. C'était à l'époque où régnaient les comptables. On n'était pas encore bancarisé. C'était le moment où régnaient, les fonctionnaires étaient payés par les comptables et où il y avait toujours des manquants dans des billets. Alors, à l'époque, le salaire était tel que c'était. Et mon histoire, c'était un fonctionnaire qui débarque. Je suis très content parce que enfin j'ai mon sida. Oh, sida? Oui, sida. Salaire insignifiant, difficilement acquis. Parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait des arriérés. Alors, après avoir touché mon sida, je fais la comptabilité. Mais ce que je n'ai jamais compris, ces comptables, ils ne sont pas forts en calcul ou en comptabilité. Parce que chaque fois que tu prends ces billets, il y a toujours des manquants. Alors, vous allez voir, vous touchez comme ça, sur papier, 100 millions de francs congolais, mais après vérification, vous allez vous retrouver avec 54 000 francs congolais. Et il y a toujours des billets. Et là, j'ai compris qu'il y avait des catégories de billets. Oui. Il y avait des blessés de guerre. Il y avait des billets mi-opres, c'est-à-dire mi-propres, mi-blessés de guerre. Et la troisième catégorie, c'était les billets sapeurs. Donc là, c'était des billets très propres. Donc avec ça,
tu peux le mettre dans des poches pour aller draguer des filles. Et après avoir obtenu ce sida, mon petit salaire, direction le Kouzou. Ah, le Kouzou, c'est un endroit magnifique. Parce que le fonctionnaire, il n'a pas l'argent d'aller dans un hôtel. Il débarque dans le Kouzou, un hôtel de fortune. Un hôtel où il n'y a ni réception, ni réceptionniste. Oh là là. Avec des chaises sans accoudoir. Donc, pour vérifier si ce n'est pas occupé, tu dois racler la gorge. Et si on te répond, c'est que c'est occupé. Alors, moi, j'avais rendez-vous avec ma silhouette. Ouais. La silhouette, c'est ma petite. Quand je la vois, oh, mes poches deviennent déverrouillées. Oh là là. Je me rajeunis de moins 25 ans, alors que je suis un papa de plus de 56 ans. Ah, j'avais rendez-vous avec ma silhouette. Quand je la vois, ah non, la mort n'existe pas. Et vous voyez, quand vous sortez avec une fille plus petite, avec leurs énergies, il faut truquer le match. Vous connaissez le trucage du match? C'est quoi le truc? Donc un peu de racines d'herbe, un peu de potions magiques. Surtout les fonctionnaires aiment beaucoup et monter et descendre. Kitamata. Et tout d'un coup, je vois ma silhouette débarquer. Oui. Quand je m'apprête pour l'accueillir, elle me dépasse. Elle me double. Et tout d'un coup, le courant est parti. Oh. Quand cette fillette était passée, elle est allée, j'ai vu entre les mains d'un député. Et après, j'entends un moment le téléphone dans l'autre couche sonner. Allô? Oui, c'est l'honorable. Non, je suis en pleine plénière. Et donc, la fille est partie comme ça, Vraiment. avec tout ce que le fonctionnaire avait truqué comme match dans le corps. Vraiment. Et finalement, dans le générique fin, j'ai une chanson que j'utilise du vieux, pour immortaliser le vieux Wendo. Là, je mets expression faciale de quelqu'un qui est foutu. Aya oleli, aya oleli. Là, le public répond. Moi, je freine un peu. Et je le reprends après eux. Alors là, maman a dit, oh mais non, mais Boudou, mais là c'est super. Vraiment. Et demain, il me confie auprès de son manager, Madame Catherine, pour signer le contrat. J'étais parmi les premiers à signer avec les amis des Toumao, dont l'un venait de nous quitter, Abraham. Et c'était parti. Et après, on a fait jonction, après Toseka, on a fait jonction à Paris. Parce que moi j'ai dit, bon, je suis en pleine tournée, peut-être je vais retourner pour d'autres dates, pour d'autres prestations. Et c'est là qu'il va me dire, non, une fois en Europe, tu me fais signe, comme ça je vais t'inviter à l'émission. Vraiment. Et je suis arrivé. On était heureux de voir Bordeaux sur les écrans des Canal+. D'abord, c'était à la tranche Plus d'Afrique, où Maman avait une rubrique là, il animait. Et après, le projet Parlement du Rire est venu. Et voilà. La rencontre avec d'autres artistes vous a donné quelle expérience? Parce que on a eu l'impression que l'arrivée des Maman et les amis ivoiriens avait quand même donné un coup de pouce à la culture congolaise. On a senti qu'on pouvait faire au mieux que ce que nous faisons aujourd'hui, parce qu'on se le dise, le théâtre, l'art dramatique, à l'époque, c'était considéré comme un moyen de communication, de donner, de transmettre le message, surtout dans les salles. Mais aujourd'hui, c'est dans la rue, c'est des télédramatiques. Est-ce que vous vous sentez un peu perdu à un moment quand vous regardez ce qui se passe dans votre sphère d'art dramatique? Oui, c'est regrettable parce que nous,
On est venu, on a embrassé ce métier. D'abord, c'était sous les planchers. Hein, comme on dit, il y a une expression que nous utilisons, Kolia Libaya. Le biso a battu à Libaya Nanu, les planchers sur scène. Maintenant, les scènes, les salles de spectacle ont disparu. Ça n'existe plus. À l'époque, il y avait Mongita. Il y avait Mongita, il y avait Kultrana qu'on a cassé. Alors qu'il y avait de l'espace, cette salle-là pouvait rester. Là où on a construit, à côté de là où on a construit le stade des Martyrs. Bon, tout simplement parce que les Chinois ne voulaient pas garder l'architecture, une œuvre architecturale d'un autre pays. Ils voulaient que ce coin-là, que ça soit que l'architecture chinoise. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez, après le stade, il y a ce bâtiment-là du gouvernement. Et après ce bâtiment du gouvernement, ils ont traversé en face, ils ont construit l'INA et le centre culturel pour les pays d'Afrique centrale. Oui. Donc c'est vraiment une cité chinoise. Et pourtant cette salle-là, Kultrana, pouvait rester. Ouais. Il y avait cette salle, il y avait Mongita, il y avait des salles de cinéma. Il y avait Ciné Palladium, Ciné Palace, voilà, qui n'existe plus. C'est pourquoi, petit à petit, avec l'avènement de la télévision, avec la libéralisation de la télévision, tous ces artistes qui prestaient sur scène, ils ont investi la télévision. Ils sont rares, ceux qui continuent avec les théâtres sur le plancher, à l'exemple de Nzeivan Moussal, qui continue avec sa troupe théâtrale. Oui, Marabout Théâtre. Il y a les Intrigants qui continuent. Il y a les Curie Maloba qui peinent à pérenniser cette œuvre parce qu'ils sont envahis. Il y a un conflit de voisinage terrible. Derrière la scène, il y a une église. Au côté, il y a des bars. Juste en face, à l'entrée, c'est devenu un funérarium. Et donc, pour qu'il y ait spectacle là-bas, il faut attendre que l'église puisse terminer le culte. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et il y a les amis, les Béjards, qui étaient à Bandal, mais bon, qui étaient quasiment déguerpis par la Bayeresse. Aujourd'hui, tous les ténors de Béjards sont maintenant à l'étranger. Il y a notre ami Israël Chipamba, Chichi, qui a sa boîte, à lui, à Kintambo, Tarmac des auteurs. Mais lui aussi, il continue, tant bien que mal, à résister. Voilà. On assiste à ce jour à une floraison de comédiens, des humoristes sur les réseaux sociaux. Des sketchs montés à la va-vite, mais qui font tabac, qui font du succès. Vous avez fait du théâtre une science. Vous avez vraiment appris le théâtre et c'est votre métier. Oui. Vous vivez que de ça. Les téléphones aujourd'hui remplacent la télévision. Au début, c'était la télévision, maintenant, c'est les téléphones. Avec l'Internet. Avec l'Internet. Allez-vous vous adapter à cela? C'est l'évolution de la société. Nous allons nous adapter, mais pas de manière à niveler notre société vers le bas. Comme j'avais dit, moi je n'aime pas la facilité. Vous venez de l'épingler tantôt, que non, ce sont des productions de bas étage. Nous, on ne peut pas s'investir sur cette même lancée, dans la même direction. S'il y a des années, on a commencé, on a donné, on a disposé nos talents comme ça parce que on voulait aussi se découvrir. On le faisait peut-être à titre gracieux, mais aujourd'hui, on ne peut pas évoluer comme ça. Il faudra qu'il y ait des normes pour que nous puissions nous adapter. Ceux qui nous regardent à la télévision, ils disent c'est l'homme de l'IGF. Oh.
Oh là. Non, ben... C'est l'homme de l'IGF ou pas? L'homme de l'IGF par rapport à la sensibilisation contre les détournements des deniers publics. Oui. Si la communauté m'a identifié comme tel, c'est une fierté. Au risque même d'être confondu à Gilles Alighetti à l'époque. Ah, oui, en effet. Bon, on l'avait tellement bien fait qu'on était confondus. Les gens pensaient même que nous, on était agents de l'UGF. Je me rappelle une fois, j'étais en ville, il y a un monsieur qui est venu me voir. Ah, Dieu merci, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai un dossier là, j'ai même la facture. J'avais introduit, je crois, c'est un fournisseur. Oui. Alors, j'ai introduit, mais on me dit, il faut que l'IGF, dans le cadre du contrôle a priori. Oui. Alors, il faut que l'IGF puisse valider. Je suis allé voir les gens de l'IGF. Ils m'ont demandé les documents. Est-ce que tu ne peux pas... Moi, je dis, monsieur, laissez-moi vous décevoir. Je ne suis pas agent de l'IGF. Oui. Et je ne sais même pas comment ça se passe. Moi, j'ai été payé. Je suis payé pour prester pour la publicité. Et le reste, à l'époque, je ne savais même pas où se trouvait le bureau de M. Jules Alighetti. Donc, c'est ça. Mais il faut quand même qu'on se dise que les publicités vous ont aidé à pouvoir redonner encore des vies à votre art, sur le plan financier, quand on se les dise quand même. Ah oui, ça fait partie de notre travail. Ça fait partie de notre travail parce que tout ça, c'est le fruit du travail qu'on a fait depuis qu'on a commencé. On a pris très au sérieux ce qu'on faisait, on croyait en nos talents. Et voilà, ce qui fait que, pour véhiculer, pour faire passer un message de sensibilisation, on nous utilise. C'est non seulement, c'est pas seulement pour des raisons pécuniaires, mais c'est aussi pour nous une fierté de contribuer quand même au civisme fiscal, au civisme économique. C'est pour dire qu'un artiste n'est pas seulement un amuseur de galerie, mais c'est quelqu'un, c'est un acteur de développement, c'est un agent de développement. Est-ce que votre race d'acteurs est en voie de disparition? Ça, moi je sais pas le dire. Je ne sais pas le dire. Je suis un homme de science, et donc il faut mener une étude sur ça pour tirer des conclusions. Face à ce qui se passe sur terrain, vous constatez quoi aujourd'hui? Il faut faire des choses qui touchent à la moralité pour faire le buzz. Ça vous choque? Très choquant. Très choquant, c'est comme j'avais dit, les gens adorent la facilité. Les gens sont à la quête du buzz et du succès. C'est pourquoi moi je n'aime pas m'identifier comme étant une star ou une vedette. Et vous êtes qui? Parce que ça s'attire des antivaleurs autour. Oui. Vous êtes l'homme de science. Homme de science parce que j'ai aussi cette casquette-là, mais appelez-moi simplement artiste. Et si vous voulez, vous rajoutez l'épithète premium. À un moment, vous étiez très collé avec Jacques Tshipamba, c'est ça? Jacques Tshipamba de... Jean Chaka. Chaka Tshipamba. À un moment, vous étiez devenu comme de si à moi. Et après... Non, mais c'est mon vieux. C'est peut-être l'agenda, les emplois du temps. Parce que moi, quand j'ai pris la résolution de renouer avec le banc universitaire, voilà, les chemins, c'était... Et qu'en est-il d'Africar, votre société théâtrale? Oui, Africar se porte à merveille. D'ailleurs, là, nous sommes en plein dans la fièvre de la commémoration de nos 25 ans. 25 ans déjà? Oui. Et donc, vous êtes déjà conviés à la conférence de presse qui aura lieu le vendredi, le 22. 22 août. 22 août à 10h au musée national. Question de lancer officiellement la dernière phase de cette célébration. Et donc, nous aurons un mini-festival le 18
le 19 et le 20. Dans le 18, il y aura un spectacle qu'on va donner à deux. Il y a un de mes acteurs, Androus, et moi. Le spectacle s'intitule Comédie sans titre. Comédie sans titre, qui fait la peinture de la situation socio-politico-économique de notre pays. Et le 18, ça sera le spectacle. C'est un spectacle qu'on avait créé quand on était en tournée en Europe avec les amis, mais je l'ai remonté avec les acteurs. Et le spectacle s'intitule Nkita. Nkita. Nkita qui veut dire richesse. Et voilà. Et le 20, là c'est la clôture. Ça sera une soirée de gala avec Monsieur Borel, qui va donner un spectacle en karaoké. Et à cette occasion, on va décerner des brevets de mérite aux acteurs, ainsi qu'à toute personne qui a contribué dans l'éclosion de la troupe. Parce que nous sommes restés parmi les structures culturelles qui continuent de œuvrer comme étant une troupe. Aujourd'hui, il règne les nzonzing, c'est-à-dire les gens, ils préfèrent le freelance. Il est là, il va prester chez Kachak, il va prester chez Chichi, et ainsi de suite. Et est-ce que le droit va prendre les dessus sur l'art? Le droit allait prendre le dessus si j'avais fait, si je m'étais orienté dans un parcours, dans une option, dans une mention, pardon, qui n'avait rien à voir avec le droit, avec l'art. Mais vous allez constater que même dans mes mémoires, je ne suis resté, je fais une sorte de spécialisation dans le domaine artistique, les droits des artistes. En gros, les droits des artistes. Donc je demeure. Donc vous prêchez à ceux qui font du théâtre de pouvoir étudier d'abord. Il faut étudier. Il faut étudier, puisqu'il y a toute une université. Juste à côté ici. L'État a créé une université pour former les artistes dans le domaine de la musique, dans le domaine du théâtre, dans le domaine du cinéma. Et à côté de cela, il y a l'animation culturelle et développement. Pourquoi ne pas étudier? Parce que, avec les temps, nous allons quitter du statut des asbels au statut des ICC. Nous devons devenir des industries culturelles et créatives. C'est ça, ICC. Oui. Donc nous devons fonctionner comme des industries culturelles et créatives. Monter des projets qui soient bancables pour permettre aux artistes de payer l'impôt et permettre à l'État de mettre à la disposition des artistes la sécurité sociale. Et donc, ces histoires-là, quelque part, ça va nécessiter des études. D'ailleurs, l'INA est en train de donner des formations de courte durée. Il y a un centre de formation. Quand on est leader d'une troupe, quand on est leader d'un orchestre, il faut apprendre. Merci beaucoup, M. Roch Bokabela Bodo. C'est moi qui... D'avoir accepté l'invitation. Ça a toujours été un plaisir d'être invité sur votre plateau. J'informe aux téléspectateurs que c'est un ancien artiste. Ils nous ont remplacés dans la troupe de l'école. Ouais. Très talentueux. Ouais. Après nous, ils ont participé à un festival à Brazza, festival FITES, international de théâtre. Ils avaient participé en tant que troupe scolaire, mais ils sont revenus avec des prix. Avec des trophées. Avec le trophée. Meilleur artiste, c'était Kambai Mourao. Kambai. Luka. Oui, et puis meilleur artiste et meilleure troupe théâtrale de l'Afrique centrale. D'Afrique centrale, la troupe scolaire. Mais ils n'ont pas pu pérenniser cette œuvre que on nous l'a léguée par notre aîné d'heureuse mémoire, paix à son âme, Apo Ipan. Apo Ipan, oui. Il était dans cette troupe-là. ITC Camo, ouais. Oui, TTK, troupe théâtrale Camo. Et nous, on a marqué notre empreinte. On vous l'a légué
Ben vous n'avez pas voulu laisser... On continue le théâtre d'une autre manière en faisant le journalisme. Vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Roch Bokabela Bodo. Né à l'Équateur, grandi à Kinshasa, oui. D'un père Sengele, d'une maman Topoké. Maman Myriam. Maman Myriam, voilà. Vous êtes un nationaliste apparemment. J'appartiens au Congo. Vous appartenez au Congo. Oui, ça dit je suis ni Moussengele ni Topoké. Je suis congolais parce que chez mon père, oui. les enfants vont chez les mères. Alors, chez ma mère, les enfants vont chez les pères. Finalement. Donc, finalement, on se retrouve les enfants de la République. L'enfant de la République. Voilà. Roch Bokabela Bodo, merci d'avoir accepté l'invitation, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ça en est donc fini. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.